Voilà, on reprend donc avec les auteurs de séries noires. Près de moi, Jean-Pierre Bastide, puis Laurent Fétis, Elisabeth Strom, voilà, je suis à l'image d'Elisabeth Strom, Andréou Martin, mais vous n'auriez pas confondu l'un et l'autre, c'est évident, et Maurice Gédantec. On va commencer par, j'allais dire le régional de l'étape, nous en avions 3. Il y a José Boquet, Jean-Claude Izzo et puis Laurent Fétis. Est-ce que tu es Laurent, parce que Laurent est rennais, on va en parler avec lui, 3 livres déjà publiés à la série noire, Le mal du double bang, Chien froid, et puis le dernier, si je les ai donnés dans l'ordre, Innocent X. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu es l'un des plus jeunes auteurs de la série noire? Je suis le plus jeune, ouais, tout simplement. T'as 14 ans 14 ans et demi. Non, 25. Tu l'as publié à quel âge, ton premier livre en série noire? Non, c'était pas en série noire, j'ai publié un gore quand j'étais tout jeune. Enfin jeune, j'avais 18 ans. Donc c'était un truc d'horreur avec des gens coupés en morceaux, etc. Que tu as publié. Et après, et en série noire, alors, le premier? Le premier, c'était Le mal du bang, ouais. J'avais 21 ans. Et tu étais avant un lecteur de série noire aussi, et un jour, tu as envoyé ton manuscrit par la poste. C'était Patrick Rénal à l'époque qui était patron ou pas? Oui, ouais. En fait, moi, je suis un gros lecteur mais, de tout, science-fiction, puis plein d'autres romans. Et ouais. j'ai essayé, j'ai envoyé, et puis ça a marché. Ouais. Donc, et puis un deuxième? Puis un deuxième, puis un troisième, et puis on verra. Puis on verra. Alors, tu exerces une profession qui est comment je dirais, d'un point de vue stratégique, elle est intéressante pour un auteur. En fait, je suis secrétaire. J'ai pas tout à fait le look, mais donc je suis secrétaire dans un cabinet de recherche en santé publique, d'épidémiologie. Donc, je peux récupérer de la documentation sur des maladies, des trucs des fractures, enfin des choses comme ça, des choses bien atroces. Et donc, c'est bien parce que ça me permet d'avoir de la documentation assez pointue. Oui, tu travailles, quand tu abordes un sujet, il faut que tu le vives de l'intérieur. Je te demande pas si tu tues des gens, mais il faut que tu le vives de l'intérieur avant de l'écrire ou quoi? Pas tout à fait, mais j'aime bien quand même me baser sur soit des choses plus ou moins vécues, au moins ressenties, avoir au moins une base. Pourquoi celui-là? Il est en train de se piéger lui-même. Ouais, je me fais piéger là, parce que. Ouais. Donc, Oui, c'était pour parler de ce livre, justement. Ah ouais. Il y a des choses plus ou moins vécues. Vas-y, enchaîne. Non, parce que ce livre nous emmène dans des milieux quand même un petit peu... Interlope, voilà. Oui, c'est cela, oui. À Amsterdam, avec 2 jeunes, dont un est très beau et l'autre très poète. Le très beau va faire du cinéma pornographique. Oui, c'est ça. Voilà. Et le poète sera son scénariste. Donc c'est pour ça que je posais la question de savoir si... Enfin, j'ai pas joué dans des pornos, pas encore en tout cas. Et des scénarios, j'en suis en train d'en faire un quand même. Quoi, de porno? Ah non, pas de porno. Ah bon, non, d'accord. On peut encore demander si on me demande à la rigueur, pourquoi pas. Tu dis dans le livre, le porno s'adresse plutôt aux mecs. Enfin, l'un des personnages part comme ça, qui dit sexe dit invariablement français. Ben non, mais on lit les livres, alors... Malheureusement. Ouais. Oui, c'est vrai ça, qui dit sexe dit invariablement français, ouais, parce que j'avais discuté avec des Italiens qui m'ont dit... moi je dis, ouais, les Italiens, vous êtes réputés dragueurs et tout. Ah non, c'est vous les Français, etc. Et ça, on va à l'étranger, généralement, beaucoup de sex shops ont des prénoms français, enfin toujours chez Christiane Machin, c'est assez, ouais, en fait, c'est vraiment une image assez apposée à la France, c'est assez marrant d'ailleurs. Et en même temps aussi, alors est-ce que c'est l'auteur qui essaye de se justifier par rapport au milieu qu'il décrit? Tiens, les sociologues, ils feraient mieux d'étudier le X de près, et puis un petit peu plus loin, le X serait le reflet brut et frontal de notre monde. Alors, est-ce qu'il y aurait comme ça une lecture sociologique à faire aussi du roman noir? Du roman noir ou du tien, ouais. Une lecture sociologique, je sais pas, enfin moi, je fais pas des polars pour être lu sociologiquement. Mais pourquoi pas, enfin, c'est pas l'envie principale, quoi. Alors, celui-ci se passe à Amsterdam. Et le précédent, Chien froid, se passe à Londres. Ce sont des villes aussi où tu es allé faire des repérages avant d'écrire? Londres, j'y ai vécu carrément 4 mois, comme dans le bouquin, c'est-à-dire à la dèche presque totale. Comme un des personnages qui squattent et tout ça. Comme le héros, c'est-à-dire avec 450 balles par semaine, avec 400 balles de loyer, quoi. Donc comment tenir avec 50 francs par semaine? On peut, mais c'est dur. Alors, à côté donc, de toi, il y a Elisabeth Strom. Elisabeth, vous prenez le micro. Vous êtes américaine, Elisabeth? Pardon? Vous êtes américaine, je crois. Oui.
Oui, oui, oui. 100%. Et c'est votre premier livre, celui-là qui s'appelle Gangrène, Ouais, ouais. que vous sortez aussi en série noire, qui a été traduit. Donc vous l'avez écrit en américain, parce que vous parlez très bien français, je crois quand même. Hein. Ouais, on va voir. Alors, j'ai lu, oui, dans le papier que les éditions Série Noire nous envoyaient en Vex, et j'aimerais bien que vous expliquiez ça. À cause de la vivacité du ton et de l'originalité du propos, c'est en France qu'elle a dû faire publier son roman pour finalement attirer l'attention des éditeurs américains. Parce que ça gênait quelque part les Américains, ce qui est dit là-dedans. C'est-à-dire, c'est un bouquin assez subversif et provocateur. J'ai fait une condamnation des institutions aux États-Unis. Mais ce n'est pas seulement à cause de ça. Je trouve que c'est un sujet très sérieux que j'ai traité. Il y a des questions globales très importantes, mais que je traite avec une ironie. Et il m'a demandé de faire des essais ou des choses comme non-fiction, comme on dit. Mais le fait qu'on peut rire dans un book comme ça a l'air n'a pas plu du tout. Parce qu'il y a de l'humour là-dedans. Oui, parce qu'en fait, derrière l'histoire, vous dénoncez aussi la mainmise économique des compagnies pétrochimiques, notamment sur les distributeurs de semences, sur l'agriculture. Enfin, expliquez-nous un petit peu. Ce livre est très, très documenté. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Vous parlez de la guerre des graines et tout ça. J'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu tout ça. Mais c'est un sujet très, très complexe. Alors, si on commence en cercle, oui. On peut aller jusqu'aux Chine. Hein, on peut descendre de l'autre côté. Mais il y a c'est le mainmise sur les plantes par des sociétés pétrochimiques, pharmaceutiques, biochimiques, sur la distribution, sur la production, avec les résultats des épidémies chroniques, des batailles entre les pays du Nord et les pays du Sud. À cause des graines. Il y a par exemple l'Éthiopie qui ne veut pas donner des graines aux pays du Nord parce que pour eux, c'est une récolte d'économie pour l'État. Alors, il y a beaucoup des pays de tiers-monde qui trouvent que des pays comme les États-Unis prennent leurs graines patrimoine que les fermiers ont récolté pendant des siècles pour choisir, pour sélectionner ce qui est le meilleur, bien adapté aux pestes, au climat, au sol et tout ça. Mais alors, les États-Unis, ils prennent ces graines-là et ils mettent une gène seulement dans une variété qui est très, c'est ce qu'on appelle élite, très produit, très étroitement et très vulnérable. Alors, ils mettent ce gène-là dans une graine et ils font un hybride. Et ils vendent ça au tiers-monde pour un prix pas du tout abordable. Alors, le tiers-monde, il se trouve qu'il est quand même enculé, quoi, par 2 fois. Alors, il n'aime pas ça. Alors, c'est très riche, c'est très politique. Et c'est pas très connu. C'est des institutions d'institutionnalisation de pouvoir que la plupart des gens ne savent pas existent. Oui, parce que l'histoire, c'est un homme à qui un ami lui demande de retrouver la femme qui a disparu, puis il va découvrir que cette femme avait monté une association de collecteurs de graines qui se faisaient envoyer comme une espèce de conservatoire des graines, des espèces de graines en voie de disparition, des graines qui arrivaient d'Afrique du Sud. Et puis tout d'un coup, en enquêtant, une série les membres de l'association sont peu à peu tués. Et donc il comprend que l'une de ces graines représente certainement quelque chose, que ces petites graines peuvent peut-être bouleverser le principe économique de nombre d'industries américaines. Mais et c'est une graine de mon jardin aussi. Oui, parce qu'en plus, c'est évident que vous êtes jardinière. Ah oui. Ouais. Hein Et vous allez continuer comme ça sur des polars, parce que ça c'est le premier. Oui, toujours noir. Hein. Et il y aura toujours quelque chose d'horticulture là-dedans. Ah oui, il va y avoir des polars, des noirs jardiniers comme ça un peu. Alors, à côté de vous, et je vais laisser Maët le présenter, alors on va passer après le rennais et l'américaine, on va aller voir l'espagnol, Andreu Martin. Andreu Martin. Mais Andreu, vous pouvez prendre le micro qui est plus près de vous, ça sera peut-être plus facile pour le câble. Alors Andreu, lui, il a plusieurs livres aussi, dont un paru au Seuil, policier, on peut le présenter quand même si on parle de la série noire. Il y en a un. Hein oui, il y en a un homme peut en cacher un autre, je pense qu'il y en a sur le salon là-bas aussi, non? Non. Oh. C'est le seul qu'il y a dans toute la foire. Non, il n'y a pas sur le stand du Seuil. Oui. Si, Non, il n'y a pas. Je n'ai signé aucun.
mais c'est bien. Je célèbre qu'il soit ici. Ah oui, je suis un petit peu surprise. Et donc, dans la série noire, un livre qui s'intitule Prothèse. Est-ce que je peux dire comme ça, d'un coup, que c'est un livre très violent? Très violent. C'est un livre très violent. Oui. C'est une histoire de vengeance. Offensivement violent. Ouais. C'est une histoire de vengeance. Ouais. Je suis désolé. Non, ne vous excusez pas. Quand on prend un livre de série noire, on s'attend quand même pas à avoir de la guimauve. non plus. On parle de la mort, de la mort violente, et de meurtre. Et les meurtres, c'est très violent. Oui. En principe. Et j'ai décidé de faire... c'est-à-dire, c'est mon quart livre. Il y a beaucoup d'années que je l'écris. Il y a 10 années que j'écris Prothèse. C'est le 4e. C'était mon 4e livre. Et j'ai trouvé que dans les 3 premiers livres à moi, on me célébrait la violence précisément. On me disait c'était bien la violence, et ça m'a goûté. Et je pensais que ça ne marchait pas. C'est-à-dire la violence, c'était précisément la chose plus terrible et la chose où il y avait la dénonce, si vous voulez, non, la violence. De la plupart des romans noirs que j'avais lus, et peut-être de mes premiers romans noirs, c'était une violence presque épique, presque de films, de western américains, hein, où les gens disparaissent et se tuent entre eux et ça ne fait rien. Hein. Les Indiens tombent morts et ça ne fait rien. Tandis que là, c'est entre deux hommes. J'ai décidé de faire un 4e livre où la violence se sentait, hein? Non, se vivait. Ouais. Et je voulais vraiment offendre avec la violence de ce livre. C'est-à-dire, quand je demande mes excuses, c'est vraiment comme ça, parce que je voulais offendre. Non? Et j'ai fait ce livre alors. Et la singularité de ce livre, bien, en fait, on la trouve dans le titre, Prothèse. Le titre en français, je ne sais pas comment c'était en espagnol. Prothèse aussi. C'était Prothèse aussi. Si, je pensais qu'entre la gangrène et la prothèse, ça va. Hein. Oui, il faut dire que votre héros a un sourire particulier. Pardon? Le héros a un sourire particulier. Le héros? Le héros du livre. Oui, un sourire particulier. Oui. Il a un, et c'est curieux, on a fait un film de ce livre il y a beaucoup de temps, et on m'a changé le sexe du héros. Le sexe? Oui, le protagoniste, c'était une protagoniste. Oui. Alors, le Miguel de mon livre, c'était interprété pour Fanny Coutasson, sans doute vous connaîtrez. Oui, Fanny Coutasson, oui. Non, c'est vrai. Oui. Et le policier c'était Bruno Kremer. Ah, et s'intitulait comment ce livre, Prothèse? Ici en France, ça s'intitulait À coup de crosse. Kremer qui fait Maigret maintenant à la télévision. Ouais. Ah bah oui, mais là il était le policier, et donc elle avait aussi une prothèse, oui. parce qu'elle avait... Fanny Coutasson, j'ai passé le film à enlever son dentier et à le remettre. Mais c'est vrai qu'il y a une... je ne sais pas si Maurice Dantec l'a lu, ce livre, mais il y a une violence entre les deux personnages. Un micro pour Maurice. Oui, une violence entre les deux personnages qui est perceptible, qui se nourrit tout au long au long du livre, et qui va exploser à la fin. Oui. Et à la limite, c'est vrai qu'il est violent, le personnage avec son dentier, mais on déteste aussi le policier. Oui, parce qu'il y a un personnage qui a exercé toujours la violence tolérée par la loi et par la société. Et c'est une personne, c'est le policier. Et c'est un personnage qui, dès qu'il est à la retraite forceuse, la retraite obligée, il manque ces violences. Alors il y a un autre personnage qui veut exercer, qui se croit avec l'obligation de faire de la violence, mais il ne la sent tant comme l'autre. Et quand le policier est provoqué à exercer la violence, alors c'est le professionnel de la violence, et l'autre c'est l'amateur de la violence. Absolument. Alors, Prothèse, on fait juste une parenthèse avant de passer à Maurice et Jean-Pierre, parce que Cheb Mami est là.
Et Cheb Mami, comme il a son concert tout à l'heure, il ne peut là, il faut vraiment qu'on lui demande de nous dire quelques mots avant qu'il ne retourne au... Alors, on fait une petite parenthèse dans le roman noir, mais vous savez que le roman noir se nourrit souvent aussi de musique. Je vous demande d'appeler peut-être Cheb Mami, qui est en concert ce soir pour Étonnant Voyageur et le théâtre de Saint-Servant. Voilà, Cheb Mami qui n'a plus chanté, je crois, il ne peut plus chanter en Algérie depuis 4 ans. Est-ce que vous pouvez rechanter là-bas maintenant? Enfin, c'est sûr qu'avec le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte algérien, on ne peut pas faire de concert maintenant, mais bon, on espère que quand les choses vont s'arranger, on va faire des concerts pour quand même le public qui nous a applaudi le premier. Parce que vous avez été extrêmement... Enfin, vous êtes très célèbre là-bas, petit prince du rail. C'est ainsi que vous surnommez. Dans les années 80, vous avez commencé votre carrière. Oui, j'ai commencé dans les années 80 exactement. En 82, quand j'ai fait une émission, enfin, j'ai chanté une chanson à la télévision. Et là, ça a été un peu le début de ma carrière nationale. Alors, nous, on parle beaucoup du rail en ce moment en France. On a découvert cette musique, je crois, il n'y a pas finalement très très longtemps. Et comment est-ce qu'il y a une façon de la définir? Parce que moi, j'ai envie de demander à ceux qui la font de la définir, cette musique. Bon, le rail, c'est surtout le rythme, la façon de chanter. Parce que pourquoi cette musique, bon, elle commence à être connue ici en Europe parce que c'est une musique qui bouge, c'est comme un peu comme le cas du reggae chez nous. Nous, on écoute bien le reggae, mais il n'y a que 80% qui parlent pas l'anglais. Mais on aime le rythme, la musique. Si je comprends bien, on va avoir du mal à vous écouter ce soir en restant assis dans un fauteuil. J'espère que ça va être un bon concert. Sûrement. Parce que Cheb, il faut bien préciser, Cheb, ce n'est pas votre prénom. Expliquez-nous ce que veut dire Cheb lorsqu'on est chanteur de rail. Cheb, ça veut dire jeune. Et comme c'est une musique de jeunes, et c'est pour ça que tous les jeunes qui chantent cette musique, bon, on les appelle Cheb. Voilà, et il y a un moment donné où vous allez vous appelez Mami tout court, le mot Cheb disparaît, parce qu'avant c'était Cheb Khaled aussi. Non, Ouais. non, moi je pense que en fait c'est pas nous, c'est-à-dire c'est la musique qui est Cheb, c'est la nouvelle vague de musique qui est Cheb, c'est pas nous. Même quand j'aurai 50 ans, à partir du moment où je chante cette musique avec le synthétiseur, bon, je serai Cheb. D'accord. Et Cheb, quel âge avez-vous? Je peux vous poser cette question? Oui, j'ai 28 ans. Ah bon, alors parce que dans Info Matin, ils mettent Cheb Mami, éternel jeune homme. À 28 ans, on est jeune, heureusement. J'ai cru qu'il avait, je sais pas, 40 et qu'il en faisait 20. Voilà, je voulais juste vérifier. Non, c'est très bien. Merci d'être passé On rapidement. peut pas comme lui ça. demander de chanter comme ça, Cheb Mami. Non. Ah. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de Venir à Saint-Malo. Hein. Oui. Et puis on se retrouve au théâtre ce soir à 21h avec en première partie un groupe qui s'appelle Taïfa, que je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais ce groupe. Voilà, c'est un mélange de chant kabyle, de percussions africaines, de bombardes celtiques, de musique nomade. Je pense que ça aussi c'est intéressant. Tous ces mélanges, c'est ce qu'on aime, nous, le mélange des cultures, le mélange des musiques, le mélange des langues. Voilà, je suis sûre que ce sera une très très belle soirée. Merci, Cheb. Merci. Merci. Au revoir et bon concert ce soir. Donc au théâtre, c'est une coproduction entre le festival Étonnant Voyageur et le théâtre de Saint-Servant. Maurice G. Dantec, on va aussi dire quelques mots de vous. 2 livres, enfin un nouveau qui s'appelle Les Racines du Mal, et puis réédition aussi d'un livre très intéressant qui s'appelle La Sirène Rouge. G, c'est comme pour Gustave pour le Glésio ou c'est pour faire chic? Oui, c'est ça, oui, puisque c'est Georges, donc c'est pas Georges, mieux, oui. quoi. Alors Maurice Georges Dantec, c'est rien de breton parce qu'avec un nom comme celui-là, vous êtes d'origine bretonne, non? Pas du tout? Ma mère l'était, oui. Ouais. Alors, La Sirène Rouge a été sortie en 93. Dans ce livre, La Sirène Rouge, il y a un personnage qui s'appelle Hugo, qui a un projet de roman sur la fin du monde. J'ai l'impression que c'est un thème qui a l'air de vous préoccuper, ça, la manière dont le monde est en train de se mettre un petit peu à feu et à sang. Oui, c'est-à-dire que
je pense qu'on va être confronté, qu'on est déjà confronté à cette dissolution, quoi. Bon, maintenant, c'est à nous de faire avec. Alors là c'est un homme qui fait partie de colonnes qui s'appelle Liberty Bell, qui vont combattre dans l'Europe en flammes, un feu et un sang, et qui va se retrouver, parce qu'une petite fille est en fuite, à devoir la protéger. C'est un peu comme, on parle des road movies, comme un peu un roadbook, parce que ça va des Pays-Bas, on va descendre jusqu'en Espagne. Oui, c'est ça, oui. Ben, c'était le... Comment dire, c'était... Enfin, pour moi, c'était le moyen de construire un processus narratif, puis après de pouvoir mettre ce que de pouvoir injecter dedans ce que je voulais, quoi. J'ai choisi un peu une solution de facilité, en fait, qui consistait à mettre des gens sur la route et puis à... Voilà, il faut dire que cette petite fille s'en va, et tout à l'heure on parlait et de violence et de pornographie. Il faut dire aussi qu'elle s'en va parce qu'elle ne peut pas trop en dire, mais elle va voir des images absolument atroces en vidéo de gens qui se font tuer en direct, ce qu'on appelle des snuff movies ou pas. Est-ce que c'est tout ça mis en scène ou est-ce que c'est faux? Le lecteur le découvrira. Mais alors, dans le livre qui vient de sortir, celui-là, Les Racines du Mal, c'est encore plus hallucinant ce que vous nous montrez en matière de violence, quoi. Il faut vraiment il y a des pages où on a vraiment du mal à aller jusqu'au bout. Il y a besoin comme ça un peu de heurter la sensibilité des lecteurs pour aller... parce que c'est pas ce que vous... C'est aussi toute une réflexion que vous entraînez derrière ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se sent obligé de faire partager ça. C'est-à-dire que... bon, moi aussi, j'ai une grande documentation. Bon, mais ça va... des livres de Bruno Bettelheim sur les camps ou des choses comme ça. Donc, au bout d'un moment, bon, quand on... Enfin, tout est dans qu'est-ce que le roman noir, qu'est-ce qu'il est chargé de véhiculer. C'est-à-dire, on n'est pas là pour raconter effectivement des histoires des histoires roses. On est là pour soulever le tapis et montrer à tout le monde où est-ce qu'on a planqué la merde, quoi. Mais on n'est plus tellement dans la série noire d'ailleurs avec le dernier. On est aux limites aussi un peu de, je vais pas dire de science-fiction, mais un peu oui. Si on veut, on est limite de ça. J'ai pas encore lu le livre d'Elisabeth Straum, mais visiblement, ce que j'en ai entendu peut très bien être considéré aussi comme de la fiction scientifique. Elle parle de biologie et agroalimentaire. Bon, moi, je parle d'intelligence artificielle, mais après tout, maintenant, ça, c'est le quotidien. Oui. Non, mais là, je veux dire, le livre se termine le 13 juin 2020, par rapport au narrateur, à la date qui ferme le livre. Mais à chaque fois, pendant tout le temps où j'ai lu ce livre, j'avais l'impression d'être sans arrêt à l'écoute du monde, tel qu'en tout cas les images de télévision peuvent nous les ramener. C'est quelque chose d'assez hallucinant. Ce sont deux livres qui m'ont complètement pris, bouleversé, qui nous captent comme ça. Il y a aussi question des serial killers. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette génération-là que vous inventez dans Les Racines du Mal? Ce grand jeu de rôle monstrueux. Ah, ça oui, en fait, c'est-à-dire que ça fait toujours partie de mes propres fantasmes aussi, mais aussi d'une, disons, appelons ça une lecture, quoi, de la réalité, qui est que, les snuff movies, par exemple, c'était la traduction à l'ère télévisuelle de la violence privée. Et maintenant, vu que moi-même, je suis branché sur des choses comme Internet, etc., je n'ai pas, si vous voulez, vis-à-vis de l'explosion des technologies, une attitude blanche ou noire. Je sais très bien que, par exemple, sur Internet, les suprématistes blancs qui, visiblement, ont fait sauter le bâtiment Oklahoma City se branchent dessus pour communiquer. Oui, mais bon, c'est l'état du monde. Donc, le bien et le mal seront présents simultanément sur ce type de réseau d'information, par exemple. Et c'est comme ça, parce que quand l'humain avance, il avance avec le bien, avec le mal, et c'est ça qui le fait tourner, c'est tout, je pense. Non, c'est deux livres à lire. Moi, j'ai pas eu le temps de lire le deuxième dont vous parlez, là, J'en meurs d'envie, mais là, vraiment, j'ai pas eu le temps. Mais la Sirène Rouge aussi, c'est vrai que cette fuite de deux personnes qui n'étaient pas faites pour se rencontrer et qui vont se rencontrer et entre lesquelles il va se créer quelque chose de... Parce qu'on parle de violence, mais il y a de la tendresse aussi, Dieu merci, que ça existe encore. Et vous la décrivez très très bien. Vous décrivez très très bien la manière dont petit à petit ils vont apprendre à se connaître et à s'apprécier l'un et l'autre. Oui, c'est parce que moi j'ai appris à les connaître aussi au fur et à mesure de l'écriture du bouquin.
Et bon, bah, c'est des êtres humains, quoi. Je veux dire, au bout de quelques jours passés dans une bagnole ensemble, à moins d'être vraiment complètement autistique, quoi, on se met à communiquer, je pense. Oui. Hein? Oui, oui. La Sirène Rouge, donc, et Les Racines du Mal, qui est le tout nouveau de Maurice Dantec. Vraiment extraordinaire. Et puis on va jouer aux Indiens maintenant avec le dernier livre. alors Jean-Pierre Bastide, lui, il nous fait jouer aux Indiens. Voilà, c'est un livre qui s'intitule Parcours fléché. C'est une drôle d'histoire qu'il nous raconte, Jean-Pierre Bastide. Au début, ça commence un petit peu comme un jeu, mais c'est un jeu qui va devenir très dangereux. Oui, les gens qui sont impliqués là-dedans, ils vont déjanter. Déjanté. Ça va avec les histoires d'aujourd'hui où il y a Disney et tout ça, l'histoire de survie et tout ça. Et en fait, ce livre-là, j'ai écrit, j'ai eu une histoire de... Bon, allons-y. J'ai eu une histoire d'hémiplégie. J'ai été coupé de la parole et de l'écriture. Et j'ai fini ce bouquin 3 ans après, quand j'ai récupéré l'écriture et la parole. Alors, ça a à voir. Et le personnage principal, dans un sens, qui est un flic, ce qui n'a rien à voir avec moi, il est quelqu'un qui va déjanter. Et j'ai écrit ce personnage après. Mais est-ce que justement, après ce qui vous est arrivé, puisque vous aviez commencé à écrire cette histoire avant, vous l'avez fini après, est-ce que ça a changé le cours de l'histoire? Bien sûr. Parce que quand j'écris une histoire, c'est pas comme un film de télé où tout est ciblé. Et quand on écrit un texte de foi, ça vient. Ou ça ne va pas, ça ne vient pas. Ça se fait à mesure. Et ce qui n'a rien à voir... Non, je dis ça aussi, c'est une parenthèse. J'ai beaucoup travaillé pour la télé. Et ça sera jamais plus. C'est vrai? Oui. Jamais plus. Jamais plus. Pourquoi? Bon, j'ai désenchanté. C'est emmerdant de dire moi, je. Mais, non, on en profite, vous êtes là. Je veux dire que c'est un témoignage contre les arapètes, comme on dit dans le Midi, les sagouins, l'hymne numéro 1, pour nous, écrivains, c'est la télé. Genre, prime time. Ça veut dire écrire des histoires qui sont complètement ciblées revisitées par des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et bon, j'ai pas envie de faire un truc là-dessus, mais c'est vrai que ça, ma façon de quitter la scène, ça c'est ça. Voilà. Alors il faut découvrir ce camp bizarre. C'est vrai que ça existe en plus. Il y a des gens qui jouent à des jeux comme ça. Certains jouent aux Indiens, d'autres jouent aux bébés, d'autres jouent à des tas de choses. Et ça devient un petit peu inquiétant quand, comme dit Jean-Pierre, il déjante. Voilà. Non, ils ont raison de déjanter. C'est inscrit contre Walt Disney, l'Amérique et tout ça. Oui, ça d'accord, je veux bien, mais il vaut mieux pas qu'ils deviennent comme ça quand même, trop. Pardon? Non. Non, attends, là, on prend les Kazachs et on tire. Oui, mais c'est ça justement. Voilà, donc pour les auteurs de séries noires présents, donc Jean-Pierre Bastide pour Parcours fléché, 3 livres dont le dernier Innocent X pour Laurent Fétis, Gangrène Elisabeth Strom, Andréou Martin, le titre est en train de m'échapper, il y a Un homme peut en cacher un autre chez Au Seuil, et puis celui qui est en série Prothèse, bien sûr, en série noire. Et puis 2 livres de Maurice G. Dantec, Les Racines du Mal et Sirène Rouge, où là aussi, chez Maurice Dantec,
il vaut mieux effectivement la littérature nous permet d'éviter un peu les aliens TV et tout ça, mais pour ceux qui liront les livres comprendront un petit peu de quoi ils retournent. Alors, bon, on va vous laisser terminer cette soirée. On va vous offrir un apéritif musical. Je pense que c'est l'heure, parce qu'il est tard. Donc, le groupe Vertigo va venir nous rejoindre. C'est un groupe que nous avons très envie de vous faire découvrir. Vous allez voir, ils font toutes sortes de musique. On les présentera parce qu'ils seront là aujourd'hui, mais aussi demain. On en parlera un peu plus. Restez avec nous, vous allez voir que ça vaut le coup pour la découverte. En tout cas, merci autrement. Et le Café littéraire commencera demain dès 10h15, je crois, avec un programme que vous découvrirez sur vos programmes et qu'on peut vous distribuer. Voilà, merci.